à tous et bienvenue 2021. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui ici de nouveau. Alors malheureusement, c'est pas pour de vrai, c'est uniquement par écran interposé pour les raisons que vous connaissez tous, bien évidemment. On espère que l'année prochaine, ce sera normal, qu'on pourra enfin se revoir dans une vraie salle. Mais en tout cas, pour l'instant, on va quand même passer 6 heures de direct live ensemble. On va avoir plein de choses à discuter. On va parler hydrogène, on va parler voitures électriques, on va parler crypto, bien sûr, tous les sujets tendances du moment. Ce sera le programme de l'après-midi, ce sera par tranche de 1 heure. Vous pourrez poser les questions de votre côté, elles nous seront redistribuées et puis on en parlera avec nos invités. Nos invités, eh bien, on a Nicolas Chéron qui est stratégiste chez Jaune Bourse, on a aussi Hubert Giraud qui fait dans l'hydrogène, Nicolas Meillan pour les voitures électriques et Yann-Marc Valahu qui est un hedge fund manager. On aura également le spécialiste crypto qui sera là et puis le docteur Luc Julia en fin de journée pour nous parler de l'intelligence artificielle. Alors tout de suite, on ne va pas perdre de temps, on va attaquer avec notre premier panel qui était intitulé « Discussion entre Bear et Bull » et je rejoins tout de suite Nicolas Chéron. Pas de jingle. Pas de jingle. Bon. Alors, eh bien, on entame tout de suite la suite. Alors, Nicolas, bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Thomas. Je te laisse te présenter peut-être en 2 secondes pour nous expliquer qui tu es. Alors, écoute, je suis un passionné des marchés financiers. Ça fait 20 ans que je suis la bourse. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis stratégiste pour différentes sociétés, pour Zone Bourse, puis pour de nombreux courtiers. Et je suis revenu chez Zone Bourse dans la base des analystes à Annecy, superbe société, pour laquelle je fais de la vulgarisation, de la pédagogie, des analyses, du suivi de marché, des interviews et des discussions. Et des opinions. Comme aujourd'hui, et des opinions. Alors, du coup, j'ai vu que c'était boule et bire. Tu fais le bire ou ça se passe comment? Ouais, tu sais très bien qui fait quoi. On a tous compris comment ça marche ici, quoi. Non, alors, écoute, on a la télécommande qui a... Je l'ai. La télécommande, ok. Alors, tu peux attaquer avec tes slides et puis on va aller au fur et à mesure. Tu vas nous expliquer de quoi tu as envie de parler. Alors, le but, c'était de faire un peu un état des lieux un peu plus d'1 an après cette fameuse crise du Covid. Là, je t'ai mis, par exemple, un graphique de la capitalisation boursière mondiale. Donc, c'est vraiment, on prend l'ensemble des actions de la planète. Et qu'est-ce que l'on peut constater ? On peut constater tout d'abord un beau trend haussier qui dure depuis la crise des subprimes sur les 10 dernières années, donc une belle évolution de cette capitalisation boursière mondiale. On avait atteint 90 000 milliards juste avant le Covid. On est tombé à 60 en pleine crise et on est où actuellement ? On est pratiquement... Alors, tu vois, ça fait pas mal de zéros. Oui, ça fait beaucoup de zéros. 120 000 milliards de dollars qui semblent apporter, ce qui nous ferait en fait une hausse globale de l'ensemble de la capitalisation boursière mondiale de 100% en 15 mois si on devait l'atteindre demain. Tout ça à cause du Covid, en fait. Tout ça à cause ou grâce au Covid, effectivement, parce que ça a permis de mettre en place énormément de choses, et notamment là un soutien artificiel des marchés, une sorte d'administration de la bourse mondiale par toutes les banques centrales. Sur le graphique de la capitalisation boursière mondiale, on peut voir une autre ligne en dessous, une petite ligne bleue qui montait petit à petit ces dernières années et puis qui s'était calmée et qui là s'envole littéralement. C'est quoi ? C'est tout simplement le bilan agrégé des 3 plus grandes banques centrales de la planète qui nous ont arrosés. Pas très grave finalement l'augmentation du bilan comme ça. Oh non, non, comme par le passé, c'est qu'elle est rapide. Mais c'est plutôt les effets, c'est l'impact que cela pourrait avoir. Alors à court terme, c'est de l'effet richesse, mais après, à moyen long terme, c'est de l'inflation globale de nombreux types d'actifs, de l'immobilier, de la bourse, et puis de la bonne bourse, mais aussi de la mauvaise bourse, puisqu'on a en ce moment les mêmes stocks qui explosent, toutes les actions les plus vendues de la planète qui explosent, et au premier trimestre, mais on pourra revenir après là-dessus, il y avait de nombreuses classes d'actifs qui montaient, mais on voyait bien que c'était de l'hyper-spéculation due à 2 choses, je pense, de nombreux nouveaux entrants dans les marchés, et puis une volonté des opérateurs d'aller là où il y a de la volatilité et d'aller essayer de chercher des gains rapides, faciles, sur tout ce qui est introduction boursière, SPAC, crypto, etc., etc. Mais tu me disais au début, avant qu'on commence cette présentation, on a discuté avant, et tu me disais en fait, tout va bien.
Tout va très bien. Pour montrer que tout va très bien. Ah bah tout va très bien, sont au plus haut. Cette année, on connaît en fait l'effet rebond post-Covid. Donc on attend 8% de croissance en Chine, peut-être 7% aux États-Unis, une croissance qu'on n'a pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Même la France va faire de la croissance, tu t'imagines? Donc c'est pas moi qui l'ai dit, par contre ça. Et on a des résultats des entreprises qui sont revenus sur les plus hauts. D'ailleurs, on pourrait peut-être remettre les graphiques. Je vais vous montrer comme ça les 3-4 graphiques en même temps qu'on en discute. Est-ce qu'on peut nous remettre juste les graphiques, s'il vous plaît? Donc, la capitalisation boursière mondiale est revenue sur des plus hauts. Les buybacks sont revenus. On a des entreprises qui rachètent leurs propres titres, ce qui aide quand même grandement le marché à être soutenu ou à monter. On a une entrée historique de flux des professionnels dans les marchés financiers sur toutes les zones économiques. On a un nombre de comptes de trading et donc un nombre de nouveaux entrants dans les marchés financiers à travers la planète qui n'a jamais été vu. On parle de 400 000 néo-traders en France, on parle de dizaines de millions de comptes aux États-Unis. Donc, on a la Banque centrale qui achète, les professionnels qui achètent, les particuliers qui achètent, les entreprises qui achètent leurs propres titres. Et en plus, on a des bénéfices par action des entreprises américaines qui sont revenus sur des records historiques et qui, en quelque sorte, justifient un petit peu le fait qu'on soit revenu sur des niveaux de prix aussi fous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que quand on regarde un petit peu tout ça, on a quand même, avec un œil très logique et en prenant un tout petit peu de recul et sans prendre l'aspect financier, on sort quand même d'une crise qui n'était pas facile à gérer. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est terminé, mais je dis bien l'impression parce que rien n'est très clair à ce niveau-là. Et aujourd'hui, effectivement, tout a l'air d'aller bien. On voit les chiffres sont bons, on voit que les banques centrales nous arrosent de tous les côtés, que les gouvernements nous arrosent de tous les côtés. Il n'y a pas finalement un risque qu'à un moment donné, il y ait un truc qui se grippe dans tout ça? C'est ce que j'appelle en fait l'aspect normalisation. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans de l'exceptionnel, de l'historique tous les jours. Que ce soit la confiance des consommateurs, que ce soit les PMI manufacturiers des services où on est sur des records historiques ou des plus hauts de 15 ans, l'IFO encore ce matin qui est publié, qui est stratosphérique. Donc voilà, là on est vraiment dans de l'exceptionnel. Dans les hausses des prix aussi, dans les hausses des prix des matières premières, dans les résultats des entreprises, aussi notamment dans certaines zones grâce aux aides aussi qu'elles ont reçues. Et du coup, est-ce que si tout cela se normalisait, revenait un petit peu vers un rythme légitime, historique, de progression des prix, de progression de la richesse, etc., est-ce qu'à ce moment-là, les marchés resteraient aussi hauts qu'ils le sont actuellement, ou est-ce que sur les marchés comme dans l'économie, on n'aurait pas cet effet de retour à la normale, puisque l'OCDE, me semble-t-il, attend plus de 6% de croissance mondiale en 2021. On attend ensuite une stabilisation autour de 4%, puis ensuite on revient dans les normales saisonnières, si je puis dire, avec du 3-4% de croissance mondiale, et on revient sur le rythme habituel. Or, les prix, eux, les prix des actifs se sont littéralement envolés. Il y a une courbe que je n'avais pas là, mais tu peux regarder le PIB américain qui monte depuis 50 ans, les résultats des entreprises américaines qui montent depuis 50 ans et la bourse qui monte depuis 50 ans. Et en fait, sur les derniers trimestres, là, on a une dichotomie, une séparation entre les deux. Alors les opérateurs espèrent bien sûr que c'est le PIB et les résultats des entreprises qui vont rejoindre la courbe. Ce serait bien. Mais ça, c'est des extrapolations. Si on regarde les rythmes de progression sur les 50 dernières années, il nous faudrait 10 ans pour atteindre les niveaux que les prix ont déjà atteints. Donc ça devient compliqué. Donc ça nous fait rebondir sur l'inflation, parce que finalement, on a beaucoup parlé ces derniers temps d'inflation transitoire, de normalisation de l'inflation. Et effectivement, la question qu'on se posait avant, c'était transitoire, c'est quoi transitoire? C'est 2 semaines, c'est 2 ans, c'est 5 ans? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as mentionné, certains prix, ne serait-ce que les matières premières, les prix de l'immobilier, tout a explosé littéralement ces derniers temps. Et on nous dit, oui, mais à partir du mois de décembre, ça va se calmer, ça va revenir à la normale. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous poussera à revenir à la normale? Combien de temps ça va durer? Alors, déjà, pour finir toute cette première partie où on donnait toutes les explications de la hausse, je t'ai fait un joli truc avec les résultats des entreprises, tout ça, tout va très bien.
Bon, soyons sérieux, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la liquidité. Là, il y a un graphique du S&P 500 avec la liquidité injectée par les banques centrales sur les marchés. Tant qu'il y a de la liquidité, tout va. Le jour où la liquidité se grippe, ça deviendra plus compliqué. Mais on peut revenir là-dessus et sur les politiques peut-être des banques centrales dans un autre temps. Concernant l'inflation, ce qu'on peut voir, c'est que depuis janvier, on a les anticipations d'inflation qui ont littéralement explosé, de janvier à mai. Mais depuis mai, elle commence un petit peu à se détendre et ça vient abonder dans le scénario de Jérôme Powell et de la Fed, selon laquelle les pressions inflationnistes vont se détendre, vont se calmer. Et ça va aussi un petit peu avec cette hypothèse de la normalisation dont je te parlais. Simplement, et on en parlait avant de commencer cette conférence ensemble, les prix... le CPI là, nous fait une hausse de 5% sur un an, on n'a jamais vu ça. Les prix à la production sont en train d'exploser. Les prix des matières premières ont explosé et font que justement on a ces prix à la production qui augmentent fortement. Les prix aux exports aussi sont en explosion. Et les prix de l'immobilier aux États-Unis sont en mode skyrocket. Ça prend 15% pratiquement tous les mois depuis plusieurs mois. Il y a un moment donné où ça va avoir des effets pervers. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est là où il y a eu effectivement peut-être un pic d'inflation à court terme, et peut-être que les matières premières vont se détendre un petit peu. Je ne sais pas si je t'avais mis ce graphique, non, je ne te l'avais pas mis. C'est vrai que les matières premières, le bois de construction, par exemple, vient de reperdre 50%, s'est calmé. Donc si on se base que sur les prix des matières premières qui ont explosé, qui sont en train de retomber, on peut se dire « Ah, on a eu un pic d'inflation, ça y est, c'est terminé ». Oui, mais le bois est toujours en hausse de 100% sur une année. Voilà, c'est ça. On a toujours, en fait, des prix qui sont en hausse. On a toujours des tensions dans certains secteurs, comme les semi-conducteurs. On a des choses qui font que là où la Fed espère que l'inflation se calme dans 6 mois, si ça se trouve, elle va se calmer dans 2 ans. Justement. Et c'est là le problème de timing. C'est là le problème de timing. Tu n'interviens pas, tu prends ton temps, tu penses que l'inflation va se calmer. Tu prends ton temps pour faire ton tapering parce que tu ne veux pas choquer les marchés. Tu repousses bien les hausses de taux à 2023. Et puis on sait que les banques centrales, plus le temps passe, plus elles repoussent les hausses de taux. Donc bon, ça va. Mais si l'inflation continue d'être forte et d'être pérenne dans les 6, 8, 9 mois qui viennent, là, ça peut être problématique par la Banque centrale et ça peut nous mener peut-être à un écart par rapport à leur politique habituelle, à une décision prise peut-être à la hâte, à un changement de communication. Or, on sait que les banques centrales sont plutôt sur des temps longs et qu'elles nous drivent sur des scénarios qui prennent des années. Et elles pourraient être prises de court et donc à ce moment-là tenter d'intervenir plus rapidement. Et ça c'est le genre de choses qui peut choquer les marchés. Parce qu'on a toute confiance dans la Banque centrale, donc si la Banque centrale nous avoue a posteriori qu'elle s'est plantée dans ses prévisions, ça veut dire que l'institution qui aujourd'hui administre et limite gouverne les marchés financiers planétaires s'effondre. N'est pas dans le vrai, en tous les cas. Oui, parce que c'est vrai que pour l'instant... Donc, perte de confiance, perte de légitimité, alors qu'aujourd'hui, c'est eux qui font le marché. C'est vrai que Powell, aujourd'hui, on a l'impression que... En tout cas, ça fait quand même 6 mois qu'il nous coach quand même en disant « tout va bien, je serai là, whatever it takes ». Et c'est vrai qu'on a vu ça la semaine dernière où tout d'un coup, il y a... À un moment donné, on a un doute. Et pendant ce doute-là, tout d'un coup, le marché est capable de perdre pas grand-chose, mais on sent tout d'un coup que si tout d'un coup la piste devient glissante, ça risque d'aller très très vite quand même. C'est comme une pièce dans laquelle on remplit de gaz. Tant que tu fumes pas de cigarette, tout va très bien. Le jour où tu allumes une allumette, ça peut être plus problématique. Là, c'est un peu la situation dans laquelle on est. On a des bulles qui se sont formées de toutes parts. Bulles immobilières, bulles dans les marchés. À l'intérieur même des marchés, des super bulles type SPAC, IPO, crypto, entreprises qui perdent de l'argent, etc. Et donc, si à un moment donné, la Banque centrale vient modifier son discours, assez rapidement, ça peut être un choc sur les marchés. Puis tu le sais comme moi, on est dans des marchés avec une volatilité extrêmement faible, avec des gens qui sont en confiance, etc. Mais il suffit qu'en pleine période estivale, bon, on vient de commencer l'été il y a 2 jours. C'est pas frappant là, mais oui. C'est pas frappant, mais... on est en période estivale, c'est des périodes où il y a une moindre volatilité, des moindres volumes, mais où une étincelle comme ça peut très vite faire bouger les marchés. Alors je ne sais pas si ça se fera dans l'été, je ne sais pas si ça se fera plus tard,
mais j'ai un peu l'impression qu'une légitime respiration nous pend au nez. Mais pour revenir sur cet aspect de banque centrale, ça va être une difficulté folle, parce que moi, ça me rappelle, en fait, ce qui se passe là, ça me rappelle 2017-2018. 2017, on nage en plein bonheur, les PMI de la planète entière sont dans le vert, il y a de la croissance, tout va bien. Et là, les banques centrales, la Fed la première, et puis ensuite la BCE qui lui a emboîté le pas, commencent à nous dire « Ah oui, non mais les quantitative easing, c'est terminé, hein, et puis maintenant on va monter les taux. » Bah oui, là on est dans un cycle économique positif. Attendez les gars, ça fait quand même 12 ans qu'on est sorti de 2008. À un moment, il s'agirait de leur montrer quand même que ce qu'on leur a fait croire, c'est vrai. Qu'on est dans un beau cycle et qu'on va pouvoir remonter les taux d'intérêt et que malgré une dette incommensurable et un prix de la dette, si les taux augmentaient, qui serait dantesque, on va monter les taux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, fin 2018 ? Effondrement. Les marchés perdent 20%. En fait, c'est comme un coureur cycliste à qui on aurait donné des produits dopants, et puis à un moment donné, on arrête de lui donner des produits dopants. Ça n'arrive jamais. Hein, Oui, non, c'est vrai que ça n'arrive pas. On va prendre un malade à qui on donne une dose comme ça pour le choquer et le réveiller, puis à un moment donné, on lui dit qu'on ne va plus rien lui donner, ça vacille, quoi. Et à ce moment-là, les banques centrales, en plus, pour moi, ont perdu quand même pas mal en crédibilité, parce qu'elles se sont totalement désavouées. En l'espace de 3 mois, on a eu un volte-face complet. On est passé de « on arrête les tapering, on va monter les taux » à « on relance du quantitative easing et on remet les taux à zéro ». C'est bon ? Vous inquiétez pas. C'est bon. Okay. C'est bon. Et du coup, 2019, on s'est remis en mode « on monte tout droit, petit à petit », jusqu'à arriver à un moment où, par rapport aux écarts à la moyenne, par rapport aux hausses historiques, aux mouvements haussiers qu'on avait vus ces 20 dernières années, on commençait à arriver dans de l'exceptionnel. Et début 2020, je me disais, là, c'est pas possible. Alors on me disait, don't fight the Fed, faut pas se mettre en face du marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu dis, j'étais vendeur début 2020, ce qui était mon cas, on te dira, oui, mais enfin bon... le Covid, hein, c'était pas prévisible. Alors, si on regarde... Ça n'a pas duré longtemps. Et pourtant, si on regarde les marchés depuis 100 ans, il y a beaucoup d'accidents de marché qui sont dus à des événements extérieurs. On avait, comme je te l'ai dit, un peu la pièce remplie de gaz, il n'y avait plus qu'à craquer l'allumette. Là, ça a été le Covid, comme ça aurait pu être autre chose. Et du coup, j'ai l'impression que là, on est revenu dans le même état d'esprit, le même schéma type, où les marchés montent tout droit, tout le monde est confiant, ça ne peut que monter, et cette croyance est d'autant plus renforcée que les mecs, ils ont vaincu le Covid avec de l'argent. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais on en parlait aussi avant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une confiance illimitée. Pourtant, on sort d'une des pires crises qu'on ait pu connaître, en tout cas, ma durée de vie personnelle. J'avais jamais vécu un truc pareil. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on a réussi à se sortir, en théorie, du Covid. Et puis, on est remonté sur pas grand-chose, puisqu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Aujourd'hui, effectivement, les gens ont pu mettre de l'argent de côté, et puis ils se disent, maintenant, je sors, donc je claque. Ouais. Et il y a ce retour à la vie qui fait que ça explose. Même malgré tout, on peut quand même se poser des questions. Il y a quand même pas mal de gens qui sont restés sur le bord de la route. Il y a encore bien des gens qui sont au chômage aux États-Unis et ailleurs. Ouais. Il y a bien des secteurs qui n'ont pas redémarré comme prévu. Et tu le disais aussi au début, il y a plein de particuliers qui sont dans une difficulté financière, qui n'ont pas autant d'argent que ça, finalement. Et on voit aussi sur le côté hyper-spéculation, tu le disais aussi, ça c'est aussi un risque qui nous pend au nez, parce qu'il y a aussi des similitudes avec ce qu'on a tous vécu il y a 20 ans en arrière, pendant la crise Internet, où c'était facile, il y avait qu'à, et puis parce que cette fois c'était différent, sauf que là... Alors, il y a beaucoup de points intéressants que tu soulèves là d'un coup. Déjà le Covid. Est-ce que c'est terminé ? J'en sais rien. Je ne suis pas épidémiologiste, etc. Je vois juste les news depuis ce matin, depuis que je me suis réveillé. Comme quoi un nouveau variant entre en Europe, qu'un bon pourcentage des cas devrait être sur ce variant-là. Est-ce que nos vaccins vont être aussi efficaces qu'ils ne l'ont été sur les autres ? En fait, tu me dirais que dans 6 mois, on reconfine en France parce qu'il y a un variant un peu plus résistant qui est là, et c'est dangereux, je ne serais pas étonné. Les élections, ils ne pourront pas confiner tout de suite. Non, mais ça permettra de faire voter. Et étant donné que c'est plus facile
de faire changer les gens sur Internet, sur Facebook et autres, pour certains partis, que dans la réalité. C'est peut-être pas mal pour certains que les élections se passent sur Internet. Bref, théorie du complot à part, il y a le Covid, donc, qui n'est pas terminé. Après, il y a le tissu économique et social qui a littéralement été détruit de plein fouet. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne réouvriront pas. Dès qu'on va arrêter les doses de morphine données par l'État, toutes les aides aux entreprises, on va voir les entreprises qui vont commencer à ne pas pouvoir rembourser les prêts garantis. Peut-être que ça va grincer des dents au niveau des banques. Est-ce que l'État va se porter garant pour les prêts non remboursés auprès des banques? On a déjà vu des situations comme ça où c'est pas l'effet domino, mais où la confiance peut être rapidement entachée. Donc on verra dans 6-9 mois ce que ça va donner. Après, malheureusement, ce qu'il faut rappeler, c'est que la bourse, c'est pas l'économie française ni l'économie suisse, quoi. C'est pas le quotidien. C'est les plus grandes entreprises, c'est des entreprises qui sont dans le monde entier, c'est des entreprises qui ont profité du Covid pour racheter certains concurrents, pour gagner des parts de marché. Donc c'est vrai que certaines d'entre elles ressortent plus fortes. Mais sur l'ensemble des sociétés, j'ai encore du mal à voir aujourd'hui si on a plus de sociétés qui s'en sortent très bien ou pas assez bien. Parce que là, 2021... fin 2020, tout le monde disait 2021, ça va être touchy. Puis début 2021, ça commence à bien prendre. Du coup, tout le monde est en train de relever les prévisions. Et on est en train d'extrapoler, c'est là le danger, on est en train d'extrapoler les méga hausses de résultats qui sont en plus des effets de base entre 2020 à 2021 en disant ça peut continuer. Ah, c'est clair, c'est ce qu'on vit depuis un moment déjà. Alors que c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Il y a un effet rebond, il y a un effet retour. Et donc, on a des chiffres exceptionnels, mais ensuite, on devrait avoir cette fameuse normalisation dont on parlait tout à l'heure. Un retour vers quelque chose de plus raisonné, et en tous les cas, de moins soutenu artificiellement, que ce soit par les plans de relance ou que ce soit par les banques centrales. C'est vrai, mais par contre, on a quand même l'impression que les banques centrales, ils ne vont jamais nous lâcher. Alors, ça, c'est une toute autre discussion, si tu veux. C'est que pour moi... Ils pensent avoir trouvé la potion magique pour les 20 ans qui viennent. L'endettement extrême. J'ai bien dit ils pensent. Qui se préoccupe de la dette aujourd'hui? Est-ce que tu vois des politiques, des analystes boursiers, des stratégistes dire « Ah oui, non, là quand même les gars, vous abusez un peu. La dette là, il y a combien? 12, 14, 15 chiffres On ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. La dette est incommensurable. Tout le monde... et donc, c'est une fuite en avant. Et je ne sais absolument pas combien de temps elle durera et je ne sais absolument pas jusqu'où cela va nous mener. Mais il est certain que plus longtemps ça durera, comme quand tu tends un élastique, plus le retour sera violent. Ce qu'il y a, c'est que... je me demande s'ils vont essayer de gonfler, dégonfler comme ça tous les 1 ou 2 ans et puis de normaliser la chose, ou si on va vraiment aller straight sur maintenant la bourse, c'est plus les anticipations des bénéfices sur 2 ans, c'est plus sur 5, c'est sur 20 ans. Oui, ça marche depuis 200 ans, faut des échéances un peu plus longues. Avant, vous achetiez votre maison avec un crédit de 5 ans, maintenant c'est 25 ans, là c'est pareil. Voilà, vous achetez l'avenir, l'espoir. Ça, quelque part, vous avez l'économie de base, et si tu imprimes pour soutenir l'économie, à un moment donné, ta monnaie, elle va valoir que dalle, finalement. Alors ça, tu pourras avoir cette discussion-là avec le monsieur sur les cryptos. Oui, à un moment donné, tu peux avoir une fuite devant la monnaie. C'est la théorie des plus baissiers, en fait, sur les marchés financiers. C'est de dire que depuis 2008, on est rentré dans un système pervers où on va créer, fonction des zones économiques, $2 de dette pour créer $1 de PIB, ce qui est complètement farfelu. Sauf que, puisque ça permet de la croissance et de l'augmentation des richesses, personne ne va aller manifester dans la rue parce que... Oui, mais de nouveau, ça génère des richesses, mais pas tout le monde. Ah, ça, c'est sûr. Parce qu'on parlait d'hyperspéculation tout à l'heure. Il y en a qui ont perdu des montagnes. On parle toujours des gens qui ont gagné beaucoup sur des AMC, des GameStop, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu des montagnes. D'ailleurs, on le voit sur les forums. Aujourd'hui, les gars, ils ont pris des claques
monumentale. Et il y a plus de gens qui ont perdu de l'argent qui ont gagné, vraiment. Alors, c'est un sujet très intéressant. On va parler des particuliers en bourse et notamment de l'ultra-spéculation, etc. Mais si tu veux, pour faire la jointure et pour faire le pas par rapport à ces inégalités, je ne vais pas me faire des copains, mais moi, j'ai appelé ça le plus grand casse du siècle. On vient de créer 15 000 milliards de dettes. Les économies tournent à pleine balle. Les 100 milliardaires de la planète gagnent entre 30 et 80% sur l'ensemble de leur richesse en un an post-Covid. Et les particuliers du monde entier se bouffent une dette qui vient d'exploser. C'est un casse. Et tout va bien. Ouais. Et personne ne dit rien. Parce qu'on a sauvé les emplois, parce qu'on a fait des PEG pour les entreprises, parce que tout ça. Mais c'est un truc de fou. J'ai beau être analyste boursier, travailler pour des gens qui, voilà, on veut créer de la richesse, on veut investir en bourse, on veut faire du long terme, on veut accompagner des sociétés, etc. Mais là, on a fait une expérience qui est absolument... on n'a jamais vu ça. C'est inimaginable. Et pour moi, c'est quand même un bon gros scandale parce que ce qu'on vient de faire vient d'accroître, de faire exploser les inégalités dans le monde. Voilà. Alors, pour revenir au trading, le trading, c'est mal. Ah non, on va dire ça ici. Non, je rigole. Non, le trading, c'est bien, mais quand on a des règles. Ouais. Investir, trader, on peut être gagnant si on a un money management, une bonne psychologie, si on va sur des actifs qui sont haussiers, si on évite de se mettre à contre-tendance. Attends, ça c'est has-been. C'est fini, on est passé à autre chose. Là. On est dans une nouvelle génération de traders. Là. Alors maintenant, c'est to the moon. Ouais. YOLO. YOLO et on se met en face des hedge funds. Exactement. Nous, on est des vieux par rapport à ça. Enfin, surtout moi, mais je veux dire, on est vraiment des vieux par rapport à ça. Non, là, pour le côté trading des particuliers, en fait... Alors, très bonne chose, selon moi. Avec le Covid, comme dans n'importe quelle crise boursière historique, on a eu un nombre de nouveaux entrants sur les marchés financiers qui est absolument énorme. Moi, je suis très content, je suis éducateur, vulgarisateur, ça me permet d'avoir plus d'audience et ça me permet d'avoir des débutants et des gens à accompagner, etc. Par contre, c'est vrai que ça m'a fait très peur, parce que les gens, ils vont fleur au fusil. N'y connaissent rien. Achètent du cybergun qui fait des augmentations de nombre d'actions, des AK, etc. et se font complètement plier. Achètent des biotech et se font plier. Achètent des cryptos en levier et se font plier. Essayent de se mettre en face des hedge funds sur MC et GameStop. Et une fois de temps en temps font un beau trade, mais sinon pour la plupart ils arrivent un peu tard et ne sortent pas tout en haut quand ils ont des gains, donc ils se font plier. Il y a ceux qui se croyaient plus intelligents que tout le monde qui, en début d'année, ont fait les IPO. Il y a ceux qui ont fait les SPAC. Pendant 3 mois, c'était les rois du pétrole. 2 mois plus tard, ils demandaient l'aumône. Donc, c'est un joli tableau que tu dépeins, là, franchement. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais... La bonne nouvelle, c'est que ça a mis plein de gens en bourse. C'est super. Et la bourse, pour les 10, 15, 20 ans, voilà, pour moi, c'est on investit, on se crée du patrimoine, on peut faire du dollar cost average où on va faire des versements mensuels, on va acheter des belles sociétés, on va acheter des boîtes à dividendes, des actions haussières, on va acheter un peu de tech, on va essayer de faire quelque chose. Alors après, il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes, c'est 10 000 profils, tu vois. Donc, on ne peut pas dire faites plutôt ci ou ça. Mais... Oui, mais la plupart des gens, toi comme moi, on a des gens en face de nous, ils ne viennent pas nous demander de faire long dividend stock sur les 30 prochaines années, on est bien d'accord. Mais le point positif, c'est que je vois beaucoup de gens qui rentrent et beaucoup de gens qui font ça bien. Donc, quand même, ça fait plaisir à voir. De se dire, en tous les cas, pour les Français qui avant étaient un petit peu anti-bourse, on n'aime pas l'argent, etc., de se dire, en fait, c'est quand même un véhicule comme l'immobilier qui depuis 200 ans performe et dans lequel je devrais mettre quand même quelques deniers. Donc là-dessus, je trouve ça très très positif. Maintenant, il y a aussi les forums, Twitter, tous ces mouvements spéculatifs ultra court terme, en effet de levier, qui ont fait que énormément de particuliers se sont fait littéralement marcher dessus. Et c'est là où, voilà, avec... Zone Bourse pour qui je travaille, on essaye, nous, d'avoir que des positions long only, que des sociétés de qualité sur différentes zones économiques, sur différents secteurs, et d'essayer de montrer aux gens que la bourse, c'est pas s'enrichir rapidement, c'est s'enrichir avec le temps. Tu vois, j'ai vieilli quand même. Ouais, j'ai vu des cheveux, ils ont plus vieilli qu'avant.
T'as encore du boulot à rattraper, mais autrement, c'est pas vrai. Mais je me faisais cette réflexion, et c'est vrai qu'entre switcher de catégorie d'actifs, entre essayer de trouver des points hauts et des points bas et tout ça, t'investis à partir de tes 20 ans, tu peux te constituer une très belle épargne boursière sur le long terme. Et si les gens, des fois, prenaient juste un fichier Excel en faisant de l'extrapolation de ce que pourrait devenir leur compte à 20 ans, 30 ans... Oui, mais moi, j'ai mis 25 ans pour comprendre ça. 25 ans de bourse pour comprendre qu'il fallait que je prenne mon temps à 20 ans, sans que j'avais déjà plus 20 ans. Pareil. Et aujourd'hui, tu vois, quand on discute finalement de ce qui se passe aujourd'hui, quand j'ai des nouveaux clients comme toi qui viennent me dire « je veux faire de l'investissement, comment est-ce que je dois le faire, qu'est-ce que je dois faire ?» c'est quoi votre horizon temps ? Ah si je suis riche dans 6 mois, c'est bien, mais je ne veux pas perdre. Ouais. Donc là, on a aussi un problème, parce qu'effectivement, on a toute cette pub qui vient aujourd'hui. Alors, on a tous entendu parler de Wall Street Bets, c'est génial. Mais en fait, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a beaucoup qui se sont fait plier derrière. Moi, j'arrive aujourd'hui au stade à me dire, mais comment est-ce que les hedge funds continuent à se mettre short sur des trucs pareils, sachant qu'ils vont se faire avoiner ? Et de l'autre côté, je me demande à quel moment les market makers qui vendent des options sont suffisamment stupides pour ne pas hedger leur position en vendant des calls out of the money. Bon, là, je vais peut-être un peu trop loin dans le technique, mais sur la forme, je me dis, on a compris, c'est bon comment ça marche. Moi, je suis market maker, j'écarte mes spreads, je monte ma volatilité, et puis avant qu'on se retrouve, on a du chemin à faire. Je ne comprends pas j'en arrive à me dire, est-ce que finalement, c'est pas des hedge funds qui sont en train d'attaquer d'autres hedge funds en se faisant passer pour des... Ah si. Ah si. Ah bien sûr. Voilà. Ah non, mais AMC et GameStop, c'est pas des particuliers. C'est des hedge funds qui veulent faire la peau de leurs petits copains. Faut pas oublier que c'est un monde de requins et d'orques. Donc là, c'est juste des requins qui se sont fait plier par des orques, très clairement. Ouais, donc on a un marché qui est manipulé. Et on fait croire. Ah oui, on fait croire, par contre, que c'est la révolution de Main Street contre Wall Street. Alors moi, j'adore. Le retour du peuple en force qui décide. T'as pas mis ton gilet jaune, d'ailleurs. Non, pas cette fois. Mais j'ai les chaussettes. Ah, t'as les chaussettes, voilà. Et j'aime bien, voilà, de dire il y a des particuliers qui arrivent à faire des stratégies, à se mettre en face de hedge funds et à faire gagner de l'argent, mais qu'on ne nous fasse pas croire que c'est ces particuliers qui ont engendré ces vagues spéculatives. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on nous vend que tout le monde vient dans le marché, que il y a plein de gens qui viennent dans le marché. Tout est quand même un petit peu manipulé. Donc, on voit sur les petits stocks, tout est manipulé. On voit quand même que sur les gros stocks, finalement, c'est la Banque centrale qui manipule indirectement le marché. À quel moment, et qu'est-ce que toi, il y a un truc qui te ferait tilter en te disant... Là, ça va trop. Là, il y a un truc qui va nous péter la figure. Est-ce qu'on doit attendre un nouveau choc exogène où nous annoncer qu'au mois de septembre, on est confiné, strict confinement pendant 6 mois parce que cette fois, on a trouvé un truc où il n'y a pas de vaccin ? Je ne sais pas. Mais je veux dire, est-ce qu'on doit attendre de nouveau un truc comme ça pour avoir finalement... Et c'est moi qui parle de correction, moi qui suis bullish devant l'éternel. Mais là, aujourd'hui, comme on se pose des questions en se disant, mais à quel moment ça va se gripper ? Parce que là, on a l'impression, comme tu l'as dit très justement, on voit les chiffres, ça tient un petit peu la route. Mais à quel moment on va se dire là, stop ? Alors j'aimerais bien remontrer peut-être un ou deux graphiques. Si on peut nous remettre juste les slides, s'il vous plaît, merci. Notamment peut-être... Alors ça par exemple, tu vois, c'est aux États-Unis, on demande aux particuliers, est-ce que vous pensez que l'avenir va être plus radieux ou pas ? C'est un peu comme dans un pays en guerre où tu demandes à quelqu'un si ça va aller mieux, tout le monde te dit que ça va aller mieux. Alors que nous, pays développés, un peu vieillots, on dit toujours que ça ne va pas. Aux États-Unis, en plein Covid, tu demandes aux gens est-ce que demain ça ira mieux ? Tout le monde était ultra positif. Et ce genre d'indicateur de sentiment a pété le plafond. Ça, et tu vois ce qui se passe là depuis 2 semaines, 2 semaines, 1 mois, fonction des indicateurs, tous sont en train de se casser la gueule. Parce qu'en fait, maintenant qu'on dit c'est bon, le Covid est fini. C'est bon, vous avez tous aidé, allez, on revient à la normale. Là, c'est tout le monde qui se dit oh là là, mais comment on va faire ? Faut que je retourne au boulot. Faut que je retourne au boulot, faut que je retrouve un travail, faut que je relance mon entreprise. Est-ce que mon entreprise va tenir ? Est-ce qu'il y a des problèmes de flux, de stock, de prix, de consommateurs ? Ce laps de temps où on va réagir, on va comprendre que finalement, c'est pas aussi... C'est rapide, c'est maintenant, là. C'est dans les 3 mois qui viennent. Ouais. Dans les 3 à 6 mois qui viennent. On va voir si, justement, il y a cette gentille normalisation dont je te parle ou une méchante normalisation. Voilà. Ouais. Et fonction de la vitesse de cette dernière,
Donc on a 2 mois d'été, Summer rallye d'été, et puis après on a septembre-octobre, ça tombe bien. Ouais. Septembre, octobre, novembre, début d'hiver, s'il doit y avoir des confinements, tout ça, c'est cette période. Donc la fin d'année va vraiment être un test grandeur nature, que ce soit pour le Covid, les économies et donc les marchés financiers et les politiques des banques centrales. Et tu penses que, admettons que ce scénario de, on va dire, méchante normalisation se produise, est-ce que les banques centrales pourraient se faire submerger dans tout ça ? Pour le moment, j'ai l'impression que même si elles rajoutent un zéro, personne ne dira rien. Donc je ne vois pas en quoi elles se feraient submerger. Elles ont là des poches... Donc finalement, le crash boursier aujourd'hui, c'est devenu quoi, 5%? C'est devenu ça, regarde. Ouais, on le voit plus, quoi. Ça, c'est la reprise des marchés en rose post-crise des subprimes. Donc 2008, tu chutes. Mars 2009, tu fais ton point bas. Tu remontes pendant 1 an et ensuite, tu vas avoir un sideways correctif. Donc, tu es en train de me dire que la courbe rose, c'est le marché en 2009. Donc, nous, on est grosso modo à l'époque de la faillite de Lehman, c'est ça? On est en blanc, là. On est en blanc et il faut se dire qu'on est au mois de juin, donc on peut encore tirer un peu le trait dans le quadrillage suivant. Et là, on rentre dans la période estivale. On rentre dans la période estivale. Ça fait plus d'1 an qu'on monte en ligne droite. On a encore plus gagné que post-2008. Alors que, 2009, tu pouvais dire les problèmes sont réglés, on repart, etc. Là, fin 2021-2022, que ce soit en termes d'économie ou de Covid, on ne sait absolument pas quels sont les dégâts collatéraux réels de tout ça. On a mis du pognon partout pour combler les trous, tu vois, du bateau qui prenait l'eau. On est d'accord, comme tu l'as dit avant, on sait que les big names vont bien. Les Apple, les Amazon, au contraire, ils cartonnent, c'est pas un problème. Et même les grands noms, on a vu en France les LVMH. Je veux dire, LVMH, c'est devenu skyrocket depuis qu'on a appris qu'il y avait le Covid. On a dit oui, mais les Chinois, ils ne peuvent plus venir, donc ils ne vont plus rien vendre. Tu parles, ça rigole. Là, je regardais en Suisse l'autre jour, une des meilleures performances du SMI en ce moment, c'est Geberit. Ils font des toilettes. Quoi. Donc, j'aime beaucoup la boîte, mais c'est vrai que c'est devenu vertical. Les gens parient à la hausse, et voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est un graphique du 440 Gross Return, donc avec les dividendes réinvestis. Et en fait, on voit que on était dans une belle courbe ascendante et régulière, et depuis 1 an et demi, on est dans de l'erratique extrême. Et on a eu un excès baissier qui est désormais, à mon sens, en train d'être corrigé par un excès baissier, puisque les marchés font toujours ça. Soit on corrige un excès haussier par de la baisse, soit de la baisse par de la hausse. Et du coup, c'est ce qui justifie qu'on passe de extrêmement pessimiste à très, voire trop optimiste, voire euphorique. Et si on corrige dans ton canal latéral, ça va être... tu reviens sur le bas de canal, tu perds 20%. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ce ne serait pas la fin du monde. On serait toujours aussi à long terme, on irait bien. Simplement, 20%, c'est 20% sur les grosses stocks et c'est 40 à 50% sur les bouses. Donc ça peut faire mal pour les gens qui sont 100% investis. D'où, encore une fois, la nécessité d'aller chercher des bonnes boîtes ou des idées thématiques. Ça, c'est une bonne boîte. Ils vendent des vélos, c'est génial. Je connais pas bien, je sais pas ton marché, moi. Axel Group, c'est une des boîtes qu'on a dans le portefeuille, dans un des portefeuilles zone bourse. On a Europe, États-Unis, Asie. Et en fait, il y a plus de 6 mois, donc fin 2020, on s'est dit on va investir en fait dans tout ce qui va être récréatif et tout ce qui pourrait profiter de l'après-Covid. Donc Axel Group, boîte néerlandaise, belle projection, belle rentabilité. Ils font des vélos. On est allé aussi sur tout ce qui est récréation, en fait. On est allé sur Piaggio, sur les scooters. On est allé sur Malibu Boat aux États-Unis, sur Trigano, les caravanes en France. Tu vois, on est allé sur plein d'idées comme ça. Et je pense que, aussi, ça, c'est quelque chose d'important que Franck Morel, le PDG de Zone Bourse, me dit souvent. C'est, tu parles de macro et vous parlez des indices. Mais il y a toujours des indices qui montent, il y a toujours des indices qui baissent. C'est clair. Voilà. Donc, certes, le marché connaîtra dans 3 mois ou dans 6 mois ou 9 mois une normalisation et ou un coup de semonce pour le rappeler un peu à l'ordre et à la normale. Mais on continuera d'avoir des secteurs ou des boîtes qui continuent de performer. Et donc peut-être que pour l'investisseur ou le néo-investisseur qui vient d'arriver sur les marchés, maintenant tout va être une question de sélectivité, de qualité. Donc ça, c'est flight to quality. Maintenant, on va chercher que les bons trucs pour éviter que lors de la prochaine secousse, on se fasse démonter avec des machins comme AMC qui vont perdre 80% de leur valeur en 3 jours et puis j'en passe des meilleurs. Et qui valent rien, quoi.
Donc on revient au basique. Le problème, c'est que tout le monde fait du fly to quality, donc la quality s'enflamme. Ouais, pas tant que ça, les gens, ils sont pas si intéressés que ça. Enfin, je sais pas, vu que il faut aller les chercher. Ouais, faut aller chercher. Voilà. Et c'est là où c'est notre métier d'aller chercher comme ça des sociétés qui ont encore de la croissance, encore du relais, ou qui pourraient même profiter d'un mouvement défensif sur les marchés et qui pourraient monter. Bon, on a vu aussi au début de l'année cette rotation en direction des secteurs value, enfin tout ce qui était value stock. Ouais. Moi, j'ai des portefeuilles que je gère aussi. On a vu des performances sur les pétrolières que plus personne voulait au mois de janvier. Et puis tout d'un coup, elles font 80% en 6 mois. Alors que fallait surtout pas en avoir parce que ça pollue, c'est sale comme. Mais tout d'un coup, ça repart à la hausse, quoi. Ouais, ça c'était un de mes calls préférés, Total à 25, c'était 4,20 cadeau. Ouais. Tout le monde disait mais non, avec les nouvelles normes. Je pense en plus c'est pas terminé. ESG, tout ces. Comment ? C'est pas terminé justement. Tout le secteur, parce que les gens sont sous-investis en pétrole aujourd'hui. Clairement sur les pétrolières. Il y a plein de portefeuilles, ils sont underweight sur le côté pétrolier parce que c'est sale. Mais quand tout d'un coup ça va continuer à monter, parce que le pétrole va continuer à monter. Alors oui, et où les sociétés pétrolières vont se diversifier dans les énergies renouvelables, parce que Total c'est 30% d'énergie renouvelable dans les années qui viennent. Ouais. Total vend plus de gaz que de pétrole aujourd'hui, donc en fait les gens disent Total, le pétrole c'est sale, mais non, faut réétudier le dossier. C'est une rentabilité de folie, c'est un bon PDG, c'est une ligne directrice target 2030. Un dividende hallucinant. Un dividende à 25, on était à 10%, donc c'est très bien. Juste un petit bémol sur le pétrole. Quand il était à 40, je pense qu'on n'était pas beaucoup. À ce moment-là, moi, j'avais donné 60 ou 70 en target pour 2021, fin 2020, tu vois, octobre-novembre, avant le vaccin. Il n'y a pas beaucoup de monde qui visait 70. Maintenant, on est à 74, tout le monde vise 100. Ouais, c'est clair, mais ça, on va y aller. Mais après, on aura les bullish qui viendront à 100 pour dire qu'on va à 300 comme d'habitude. Et c'est peut-être là qu'il faudra passer vendeur. Ok, d'accord. Donc peut-être que j'ai un temps d'avance. Mais je fais attention au consensus à ce niveau-là. Mais tu as raison dans le fait qu'il y a un rattrapage potentiel puisqu'il est en cours. La preuve en est, les matières premières retombent, le bois de construction, on l'a dit, a perdu 50%, le cuivre a reculé aussi, le pétrole bat des nouveaux records tous les jours. Oui, absolument. Puis là, à la moindre faiblesse, il reprend $2 derrière. Ouais. Même quand on a parlé de la levée de sanctions sur l'Iran et donc du fait qu'il pourrait de nouveau un peu plus inonder, on a perdu 50 cents, on les a regagnés le lendemain. Donc oui, le pétrole pourrait peut-être continuer un petit peu. Non, mais je pense qu'il y a un je serais plus à l'aise pour des gens qui en ont à 40, 50, 60 de laisser courir que de dire j'achète maintenant. Tu vois. Le pétrole, d'accord, mais les pétrolières, ce qui me fait peur en fait aujourd'hui, c'est qu'on a ce côté. Faut pas oublier dans la finance, on a quand même le côté greed is good. Et c'est bien l'écologie, c'est bien de faire de l'ESG, de l'ISR, c'est super. Sauf que quand tout d'un coup on va se rendre compte que ces valeurs-là qui sont vraiment mis de côté parce qu'elles ne sont pas dans les canaux ESG, ISR, si tout d'un coup il y a un re-rating là-dessus et que les gens se disent « Ah mais moi j'ai que 1% de pétrolières alors qu'elles sont en train de cartonner dans le S&P 500 et que j'ai raté toute la hausse », quand ils vont vouloir se replacer sur ce type de valeur, on va avoir un truc qui peut être encore plus impressionnant au niveau des pétrolières. Inclus, parce qu'on sait très bien de toute façon que le cours du pétrole n'a pas forcément une influence directe sur les résultats des pétrolières. Il y a des périodes où elles ne sont pas du tout corrélées. Mais je rejoins ton avis sur Total, où finalement je trouve assez hallucinant que les gens ne vont pas vraiment creuser sur ce qu'il y a vraiment derrière, alors que c'est des boîtes qui sont quand même relativement bien. C'est pas que des grands méchants qui extraient du pétrole et qui tuent des oiseaux au bord des plages. Oui, puis c'est compliqué aujourd'hui tous ces débats-là, parce que... on ne parle pas des éoliennes qui polluent et des éoliennes etc. Tu vois, on veut toujours aller vers c'est comme la voiture électrique, on en parlera tout à l'heure, je suppose. Mais voilà, est-ce que faire des voitures électriques, c'est vraiment bon pour l'écologie ? Ou est-ce que c'est du greenwashing, tu vois ? Alors bon, je sais pas, fun, je sais en tout cas que c'est pas fun, mais ça c'est autre chose. Voilà. C'est une question d'opinion. Donc c'est une période un peu spéciale, un peu particulière. Ouais. Donc pas de crash là tout de suite là ? Bon, tu sais bien que les crashs arrivent quand personne ne les attend. Oui, mais toi, tu peux essayer de faire des gaz quand même, quoi. J'attendais quelque chose de ta part, de ce côté-là. J'ai jamais vu un surachat tel en données mensuelles. J'ai jamais vu des hauts de canaux se faire toucher puis dépasser. Donc là, on est dans l'euphorie. Et tu sais, c'est un peu le concept de la bulle. Tu sais pas quand ça va exploser, mais tu sais que ça sent le savon. Bon, là, on est dedans, ça sent le savon. Par contre, on sait aussi que quand tu es dans ces phases d'expansion de la bulle, d'ailleurs,
On a tous joué à faire des bulles de savon, on ne sait jamais vraiment ça qu'elle va péter. Quoi. Bah, on se rappelle de Greenspan qui dit le marché est irrationnel, derrière le Nasdaq prend 100%. Donc aujourd'hui, le marché me semble en partie irrationnel, suracheté. Simplement, il n'y a personne qui saura te dire, Thomas, qu'est-ce que ça fait quand on met 15 000 milliards dans l'économie et les marchés, puisqu'on ne l'a jamais fait. Jamais vu, c'est clair. Donc on est dans de l'exceptionnel, et si on prend 10% de plus avant de se prendre une bonne vraie correction, je ne serais même pas étonné non plus. Ah non, mais c'est clair. D'ailleurs, moi j'avais fait des comparaisons avec le Nasdaq dans les années 99, enfin, on est en Suisse là, 99-2000. Eh bien, je suis franco-belge, donc 90. Ouais, moi je suis franco-suisse ou suisse. Ça dépend, on verra lundi prochain pour les matchs de foot, mais pour l'instant, je suis encore suisse, peut-être que lundi prochain je serai français. Mais en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que l'accélération de la bulle Internet, dans les années 99-2000, au passage du cap du siècle, tout d'un coup, on était déjà très très haut en termes de performance, puis tout d'un coup, ça a encore accéléré, complètement délirant pendant 3 mois avant que ça nous pète vraiment la figure. Ouais. Alors, est-ce qu'on est dans cette phase? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'on sait que les bulles peuvent aller très très loin. Ouais. On va faire stop sur la discussion. Et puis, on va répondre juste à quelques questions qui sont arrivées via le web. Alors, la première question, finalement, n'est-ce pas l'augmentation des salaires, donc du pouvoir d'achat des gens, qui va faire pencher la balance vers une inflation durable? Alors, c'est vrai qu'on a parlé de ça, notamment aux États-Unis, parce qu'on a vu que McDonald's n'arrivait pas à embaucher, et qu'il y a toutes sortes de magasins comme ça, dans des secteurs comme la restauration rapide ou d'autres, où ils allaient devoir augmenter les salaires. McDonald's, il paye les gens pour venir aux entretiens d'embauche maintenant aux États-Unis. Mais ce qui a changé, c'est que le Bitcoin a perdu 50%, donc il va falloir faire back to McDonald's maintenant. Non, je rigole. Il y en a qui ne vont pas aimer, là. C'est les petites blagues sur Twitter en ce moment. Et... non, je ne pense pas qu'il y aura une inflation des salaires qui va être phénoménale, qui va être durable, qui va être forte. Je ne vois pas pourquoi, en fait. Quand là, notamment nous, en France, on va arrêter les plans d'aide, de soutien, etc., il y a pas mal de boîtes qui vont fermer, il y a pas mal de gens qui vont perdre leur emploi, va y avoir un taux de chômage qui va être relativement élevé. Qui dit taux de chômage élevé dit qu'il n'y a pas une pression forte comme ça à vouloir augmenter les salaires pour garder les gens ou autre. Puis tu sais, l'inflation en Europe, on n'en a jamais eu. L'inflation des salaires, on n'en a jamais eu. On a une population vieillissante. On a plein de choses qui font que l'inflation, depuis 20 ans, il n'y en a plus. Donc je ne crois pas à une inflation venant, en tous les cas, des salaires. Alors, deuxième question. Que pensez-vous de Katie Woods et de ARK Invest? Est-ce que l'innovation justifie des PI aussi hauts et peut-être aussi un engouement aussi massif autour de ce qu'elle fait? Ce qui est rare est cher. Donc que les PER soient élevés, bon, c'est comme ça. Hein. On s'est tous dit que Tesla, à 200 de PER, c'était cher. Puis je ne sais plus à combien on est aujourd'hui. Donc ça ne compte pas parce qu'il y a un génie à la tête. Voilà, c'est ça, un génie. C'est le mot. Maléfique. Après, que penser de Katie Woods? Elle a mis la raclée à tout le monde. Depuis des années. L'année passée, en tout cas. Depuis des années, ouais. Depuis une paire d'années. Et là, tout le monde tape dessus. Tout le monde dit, bon, vous achetez toutes les boîtes qui ne gagnent pas encore de l'argent, vous achetez des SPAC, vous mettez sur du Virgin Galactics, vous allez vraiment un peu sur tout. Elle achète aussi ses propres ETF pour mettre dans ses ETF. Ouais, au niveau déontologie, on peut quand même se poser des questions. C'est un peu border. C'est un peu border, mais en fait, c'est... J'aurais envie de dire, bravo, il y a une très belle performance, il y a une recherche et il y a un point de vue. Et mine de rien, il mise sur l'avenir. Donc je ne peux que dire c'est bien. Pour moi, le problème de Katie Woods, c'est plutôt un problème de taille. Quand tu passes de 2 yards à 70 yards sous gestion, tu ne peux plus rentrer dans les mêmes entreprises, tu ne peux plus avoir la même souplesse. Quand tu sors du marché, tu le défonces. Si tu défonces ton marché, tu défonces tes autres valeurs, donc tes autres fonds. Donc tu es loqué. Donc, puis elle dit tout ce qu'elle fait en plus. Part, il y a ce côté, Donc est-ce que ça va bien ou mal finir? J'ai du mal à le dire. Tu as un avis sur la proximité avec Archegos? Parce qu'on sait que c'est quand même le fonds Archegos qui a capoté il y a quelques semaines en arrière.
qu'il a seedé au début de l'histoire de Katie Wood. Ah, je savais pas ça. Tu savais pas ça? Okay. Non. On en parlera en dehors micro, mais voilà. Ouais. Non, c'est vrai que le fonds Archegos était très proche de Katie Wood. Et c'est pour ça qu'il s'était mis en levier à fond sur les valeurs de Katie. Alors, certains disent effectivement qu'il y aurait peut-être... voilà, mais bon, ça c'est du commérage. Question suivante. Si tous les actifs sont trop chers, surévalués, je dois tout vendre et attendre la chute des cours pour acheter mes actions. Où placez-vous votre argent pour les mois à venir? Cash, fixed income, actifs, crypto. Alors, on n'a pas dit que tout était trop cher. Non, parce qu'il y a toujours des sociétés qui sortent du lot. Il y a des sociétés familiales qui peuvent se faire racheter. Il y a des sociétés qui sont en recovery. Il y a des sociétés qui viennent juste de se coter en bourse et qui sont nouvelles. Donc, il y a toujours des choses à faire. Simplement, il va falloir être beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique et beaucoup plus prudent. Va falloir gérer son allocation avec une allocation diversifiée. Il faut toujours avoir des actions, un peu de métaux, pourquoi pas un peu de crypto si on veut une partie spéculative. Et puis on espère que dans une crise, voilà, il y a certaines classes d'actifs qui vont faire un peu tampon et puis d'autres qui vont corriger. Mais de toute façon, on peut pas timer le marché. Même moi qui fais de l'analyse technique et depuis 10 ans, alors parfois il y a des bonnes configurations, il y a des trucs vachement intéressants. Mais sinon, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas si ça va gagner 10% avant d'en perdre 20 ou perdre 20% demain. Donc il faut investir dans des boîtes dans lesquelles on croit. Et c'est là où celui qui achète des boîtes qu'il est prêt à garder 10 ans surperformera, à mon avis, celui qui va comme une abeille de fleur en fleur parce que sur Twitter ou sur Wall Street Bet, ils ont dit qu'il fallait aller sur un tel ou un tel. Il faut suivre des belles valeurs, il faut suivre des beaux dossiers, il faut suivre des boîtes qu'on connaît bien. Et puis, dans ces cas-là, les phases de baisse sont des phases d'opportunité. Ouais. En fait, quand on est un investisseur passif qui n'a pas de plan et qui a une correction, on se la prend dans la tronche et on n'est pas content. Quand on est un investisseur avisé et diversifié, qu'on voit une correction, on se dit c'est cool, je vais pouvoir acheter des bons titres moins chers. Ouais. Mais il faut avoir ce côté aussi, je pense, que c'est s'éloigner un peu du bruit du marché. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui arrivent en masse sans arrêt. Et c'est vrai que moi j'apprécie avec le temps de dire j'ai un portefeuille où je peux me dire je peux partir 3 jours sans regarder mes écrans et survivre. Puis c'est ce que je disais à des gens là qui me disaient voilà, je commence en bourse, j'ai 20 ans, est-ce que je dois investir? Est-ce que demain c'est bien? Et je lui dis, écoute, le meilleur jour pour investir en bourse, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur jour, c'est demain. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et si on commence à faire du dollar cost average, donc du versement mensuel, imaginons que ça perde 30%. Tu vas payer dans toute la descente, puis tu paieras en bas, puis tu repaieras dans la montée. Et avec le temps... Alors, j'aime pas ce terme moyenner à la baisse. Oui, non, mais on se comprend. Voilà. Je me comprends. Parce qu'il y en a qui pourraient dire ah oui, donc je continue d'acheter à chaque fois que ça baisse, etc. Mais c'est sur des un plan valeurs. derrière. Voilà, c'est un vrai plan, mais c'est effectivement. Il faut un plan derrière, il faut des coupes-circuits au cas où la société pour laquelle on s'était dit qu'on voulait la garder pour 10-20 ans a un changement, par exemple, de guidance ou de PDG et qu'on se dit ah là il y a un switch fondamental, donc je vais alléger ou sortir. Ok. La question suivante, bonjour, en tant qu'analyste technique, le Bitcoin est-il rentré en bear market selon vous? Tu n'es pas obligé de répondre là-dessus, parce qu'on aura un spécialiste Bitcoin tout à l'heure. Alors, définition d'un bear market, c'est perdre plus de 20% à partir d'un plus haut. Donc oui. Donc bien évidemment, selon la définition boursière d'un bear market, nous y sommes. Mais selon la définition d'un bear market crypto, pas vraiment. Parce que quand tu regardes la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies, on a démarré l'année à 700 yards et on est à 1400 milliards. Ouais, tu prends l'ensemble des crypto-monnaies. Donc on est toujours à 100% de hausse depuis le début de l'année. C'est pas dégueu comme performance. Non. Donc il faut sortir un petit peu aussi du Bitcoin. Le Bitcoin a perdu sa dominance. Là, on est redescendu de 70 à 30-40%. Il y a les autres projets qui sont en train de prendre le relais. Depuis 2012, le Bitcoin a fait 12 corrections entre 30 et 86,9%. Donc c'est normal. C'est un actif qui est méga haussier. Simplement, c'est quand tout le monde est dans la hype et dit que ça va to the moon, faut sortir. Et quand tout le monde en peut plus, qu'on dit que la Chine va les réaliser, faut commencer à en acheter. Donc tu es en train de me dire que cette fois, on peut dire oui, mais cette fois, le Bitcoin, c'est différent du reste.
c'est ça. C'est la seule fois dans la finance où on peut dire... This time it's different. Absolument, absolument. It's a different asset. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais il a sa façon de faire. Mais on voit très bien dans le côté crypto aujourd'hui où les gens, si tu commences à faire des références techniques, je l'ai fait l'autre jour dans une émission, et on m'a dit, mais tu peux pas faire parce que c'est pas pareil, c'est différent. Et moi, je reviens toujours à cette citation de Templeton qui disait les mots les plus dangereux en finance, c'est cette fois, c'est différent. Ouais. Mais effectivement, c'est différent. Non, mais après, quand on analyse un actif, on se doit de regarder sa façon d'évoluer. Et c'est vrai qu'il y a des actions qui sont assez rigolotes parce qu'elles font toujours les mêmes types de consolidation avant de démarrer. C'est toujours les mêmes patterns. Mm-hmm. Et ben, le Bitcoin, c'est pareil. Ouais. Il y a des fois, tu regardes des patterns en 5 minutes, en journalier et en mensuel, et c'est respecté. Alors certains disent, ça vaut rien, il n'y a pas d'actifs tangibles, il n'y a pas de dividendes. Du coup, c'est que de la psychologie. Partons de ce principe. C'est quand même super intéressant parce que tu peux sentir avec l'actualité, les réseaux sociaux, etc., quand tu arrives dans le désespoir, dans les gens qui disent à Elon Musk sous chacun de ses tweets, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu le chien, la voiture, tout, parce que j'étais en Dogecoin et je me suis fait plier en 4 ou en 50. Non, c'est un marché un peu différent. J'ai beau creuser la chose. Parce que tu vois, j'ai 37 ans, donc je voulais pas être un vieux con avant l'heure. Je me suis dit, je vais quand même regarder un petit peu. Et aujourd'hui, en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il y a les pour et les anti. Mais c'est vraiment... c'est un peu comme en politique aux États-Unis, tu vois. Il n'y a pas moyen d'être centriste, il n'y a pas moyen d'être au milieu, de prendre des bonnes idées des deux, quoi. C'est soit des boomers qui disent ça vaut zéro, soit des jeunes qui disent c'est l'avenir, on va vous remplacer. Alors forcément, les deux sont énervants, en fait. Exactement. Ceux qui disent ça vaut zéro, on a déjà vu ça par le passé, alors que ce n'est pas le cas, sont très énervants. Ceux qui disent ça va remplacer la Fed, ce sera notre nouvelle monnaie mondiale, Elon Musk sera notre grand maître et le Dogecoin sera vénéré. C'est encore plus énervant. C'est encore plus énervant. Donc, tu vois, moi, je faisais des émissions crypto récemment, j'ai arrêté et j'ai dit aux gens, en fait, ce sera sans moi. J'aime bien avoir un avis qui peut être modifié, qui n'est pas parfois tranché, certes, quand sur certaines questions, j'ai vraiment un avis tranché, mais sur la crypto, je sais que je ne sais pas, donc je préfère rester middle. Et il y a une réelle agressivité aussi. On sent, souvent dans les médias, tu sens que si tu commences à dire du mal des cryptos, il y a une réelle agressivité. Ah bah oui. Bah moi, j'ai dit à 62 000 $ que je sortais le Bitcoin, je me suis fait éclater. 62 000, on se rappelle. Je sais pas, j'ai pas vu, mais on va ressentir le tweet si on jamais. On était à Pâques, en famille, tout le monde disait « Ouais, les NFT, vous pouvez acheter des têtes de licorne à 50 000 $, allez-y !» J'étais là « Waouh, mais attends, c'est ça le monde de demain !» Et à ce moment-là, je m'étais un peu insurgé, je m'étais mis en face. Mais j'ai aussi découvert dans cette classe d'actifs et dans les gens qui les suivent, des gens extrêmement intelligents, intéressants, qui le suivent depuis 10 ans, qui sont dans la tech et qui sont des tueurs. Mais c'est comme tout, hein. Je pense dans tous les milieux, il y a des gens agréables et des gens désagréables, mais c'est vrai qu'en tout cas, au niveau médiatique aujourd'hui, on voit quand on parle beaucoup des crypto-monnaies, de nouveau, moi, comme toi, moi je suis encore plus vieux, donc j'ai encore moins de compréhension peut-être là-dessus, mais quand je dis une opinion que j'ai déjà vécu dans le passé, des similitudes de marché où je fais des remarques négatives, il y a une réelle agressivité derrière, comme quoi on ne peut pas dire du mal, il ne faut pas toucher. C'est un peu comme Elon Musk, effectivement, c'est off-limit. Ouais, c'est des gens qu'on ne peut pas approcher. On arrive gentiment... Alors, je voyais les deux dernières réponses, à la limite, je vais les faire en rapide. Que pensez-vous de TODS? Est-ce qu'elle risque d'être achetée par LVMH? Zone Bourse est dessus, on y est rentré il y a 2 mois, là, on est à plus de 60%. Dans notre portefeuille sur cette ligne-là, parce que justement, on se dit qu'il pourrait se passer quelque chose. Et l'autre question, Zone Bourse a pris la décision d'investir dans le récréatif, pourquoi pas les compagnies aériennes? Parce que d'un côté, vous avez des sociétés qui vendent des scooters et des vélos qui ont un chiffre d'affaires qui monte et une rentabilité qui est bonne, et de l'autre côté, vous avez des compagnies aériennes qui valent zéro, qui sont soutenues par les gouvernements, et qui, même si elles faisaient leur meilleur... Si Air France faisait le meilleur résultat net qu'elle a fait ces 20 dernières années, il faudrait qu'elle le fasse au moins pendant 20 ans, pour ne serait-ce que rembourser la dette. Donc, ça vaut que dalle. OK. Alors, dernière question, ça c'est ma question à moi. Si aujourd'hui, je te dis, tu as 100 000 € à investir sur une chose, n'importe quoi, ce que tu veux, comme tu veux, à la hausse, je sais que ça va être plus compliqué pour toi, mais à la hausse, et tu dors sur une position. Une boîte cotée? Ce que tu veux, ça peut être n'importe quoi, ça m'est égal. Pour qu'il soit tradable, on est d'accord, hein, pas...
Je peux pas diversifier? Non. Ah. Bah non, c'est pas drôle sinon. Oh, c'est salaud comme ça. Il y a le tic-tac derrière qui avance. Non, parce que est-ce qu'il faut choisir une boîte? Est-ce qu'il faut prendre un truc dont on pense que ce sera toujours là dans 10 ans? Attends, je te rassure, hein, je vais pas prendre des notes et puis te rappeler dans 6 mois pour dire tu t'es planté. Oui, Nico. Je sais pas. Là, tu me poses vraiment une colle. Okay. Bon, je vous rassure, on a encore 6 présentations. Il y en a peut-être un qui va se mouiller sur les 6, on verra bien, quoi. Mais si ça devait être un peu fun, si ça devait être un trade, vu la période actuelle, vu tout ce qu'on s'est dit, j'achète du VIX. Carrément, d'accord. Voilà, okay. J'achète de la volate. Bah écoute, je te remercie de cette heure passée en ta compagnie. Ça a pas, on n'a rien vu passer d'ailleurs, donc c'est très très bien. Eh bien maintenant, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Je vais recevoir maintenant. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, Nicolas. On va recevoir Hubert Giraud, qui est